Bon, merci. Comme tu vois, j'ai essayé de faire Dark Vador pour tout le monde. Je suis le côté obscur de l'EMG. Je l'assume et je voulais surtout remercier, tout le monde remercie Thierry, mais moi, tu ne peux pas imaginer le plaisir que tu me fais de me mettre au milieu de mes confrères EMGistes, parce que nous, en EMG périnéal, on est un peu à côté. On a toujours donné une salle, j'en étais content, mais on était très peu nombreux. J'avais du mal à imaginer que ce que je fais tous les jours en EMG ne puisse pas être ce que vous faites tous les jours, vous, en examinant les membres, les thorax, l'abdomen ou peu importe. Et donc, l'EMG du périnée est un EMG. Vous allez voir que pour moi, le difficile, ça a été qu'est-ce que je veux dire. Et j'ai décidé, comme c'est la première fois que je parle à toutes les EMGistes, de parler plutôt de la clinique, d'où est-ce que l'EMG du périnée va avoir de l'importance. Je remercie une personne en particulier qui a parlé ce matin, que c'est Emmanuel, parce que, bon, je suis vue par tout le monde comme la tortionnaire principale. Vous faites mal quand vous faites l'EMG, les périnées, ne parlons pas, ça fait mal rien que de parler. Et c'est très... parce que c'est une région où on a plein de fantasmes de beaucoup de choses. C'est la région plus sensible, c'est terrible, ce n'est pas, c'est l'intimité, c'est les pudeurs. Je vais vous dire une chose, la pudeur la plus terrible, c'est celle de nous, les médecins, nous les neurologues, par rapport au périnée. Les malades ne vont pas être absolument ravis de venir en EMG du périnée, mais je connais très peu qui sont ravis de venir faire un EMG tout court. Donc, je peux vous assurer que quand c'est fait d'une manière correcte et avec beaucoup de respect et beaucoup de paroles pour expliquer aux malades, actuellement, les uniques malades qui remercient à la fin de l'examen l'EMG, ce sont mes malades à l'hôpital, et les infirmières peuvent vous confirmer que très souvent, les malades disent que par rapport à ceux qui ont déjà eu d'autres EMG, que je les ai fait moins mal que l'autre EMG. Par contre, j'utilise depuis des années ce qu'Emmanuel a dit. Je n'ai jamais stimulé un périnée à moins de 0,3 millisecondes, c'est plutôt 0,5. Et ainsi de suite. Pour piquer, j'appuie en montrant les gens. Vous savez, je vais appuyer ici, j'appuie et je pique en même temps. Oui, docteur, quand vous piquez, dites-moi. C'est déjà fait. Et donc, le périnée n'est rien d'autre que votre EMG de tous les jours. La différence du périnée, c'est que le périnée, c'est un carrefour où on a les fonctions motrices et sensitives, mais on a surtout la fonction urinaire, la fonction anale et tout ce qui est la fonction sexuelle. Et donc, rarement, vous allez voir des malades qui vont venir avec une symptomatologie purement motrice, purement sensitive. Les plus souvent, ils auront une symptomatologie motrice ou sensitive, mais associée au noyé, les plus souvent, dans beaucoup d'urinaires anorectal et sexuel. Donc, la symptomatologie purement urinaire, purement sexuelle ou anorectale peut être la porte d'entrée pour arriver à l'EMG périnéal. Pourtant, l'EMG périnéal a beaucoup d'intérêt parce qu'il va examiner les voies végétatives, mais toutes les voies somatiques, motrices et sensitives qui peuvent nous amener à aider les malades. On a un moyen de tester en proximal et en distal, et c'est ça qui va nous aider à associer toutes les plantes urinaires anorectales à la symptomatologie, aux plantes du malade. On a des techniques validées, donc ce n'est pas des choses qu'on fait dans un coin sans aucune notion de standardisation. Non, il y a des techniques qui sont validées, qui sont publiées. Nous avons des réelles valeurs qui nous permettent d'utiliser des valeurs de nos examens en comparaison à beaucoup de séries qui ont été faites et avoir des réelles valeurs pour tout ce qui est l'examen réflexe ou l'examen en EMG analytique. Je rappelle que le plus important, c'est ce qu'on a dit au début de la matinée, c'est connaître l'anatomie. Le périnée n'a pas la même anatomie des membres et on a des idées très fausses. Donc, quand le malade vient avec une douleur, avec une symptomatologie périnéale, il faut savoir dire « Monsieur, madame, levez-vous et avec un doigt, montrez-moi où vous avez mal ». Les douleurs qui sont au bord interne de la cuisse, ce n'est pas les nerfs pudendales. Les douleurs qui sont en haut dans la région inguinale, ce n'est pas les nerfs pudendales. Et donc, il faut savoir montrer, et les douleurs à la face postérieure des fesses, c'est peut-être un clunéal, mais ce n'est pas non pudendal non plus. Donc, connaître l'anatomie est très importante, et connaître l'anatomie tronculaire ou radiculaire est très importante parce que nous pouvons avoir parfaitement des lésions qui vont prédominer en S3, S4, épargner complètement S5, et ainsi de suite. Il faut connaître l'anatomie pour savoir où on met une aiguille, où on examine, où on a des déficits sensitifs. Donc,
C'est pas très beau peut-être à voir. Hein? Jean-Philippe garde un souvenir ému de quand il a vu un sexe féminin comme ça pendant le GNLF, pendant qu'on expliquait. Mais oui, mais c'est la région où on va examiner. Et c'est très important de savoir localiser ces muscles-là, qui sont nombreux. On a l'idée que dans les périnées, il y a deux petits muscles, il y a les bulbes caverneux et les sphincters. Et on parle qu'il y a des IMG de sphincters, quand en réalité, ce qui est plus parlant, ce n'est pas examiner forcément les sphincters. Il faut savoir associer cette anatomie, savoir où est un ischio-caverneux, où est-ce qu'il y a un bulbo-caverneux, dans les patients qui est mis en position semi-gynécologique. On n'a pas besoin des étriers, on a besoin uniquement que les malades soient couchés sur les dos et les jambes pliées. Idéalement, si on a une table gynécologique, c'est facile, mais ce n'est pas nécessaire. Ainsi, les plus compliqués sera de localiser les muscles. Chez une femme, quand on va piquer un bulbe caverneux, il ne faut pas oublier qu'un bulbe caverneux chez une femme a fait 3,5 cm de longueur et au maximum 0,7 cm d'épaisseur. Donc, il faut savoir où on met l'aiguille parce que vous êtes très facilement loin du muscle. Donc, on va utiliser des points de repère qui sont parfois très simples, qui sont les bords des petites lèvres où elles changent de couleur et elles passent de la couleur foncée vers la couleur de la muqueuse rose. C'est là qu'on va piquer et jamais piquer vers les hauts, mais vers l'ischion parce que le bulbe caverneux, il est là, il n'est pas en avant. Et donc, c'est une question d'anatomie. On va piquer et on va utiliser des petites aiguilles très fines. Chez l'homme ou chez la femme, en général, on utilise les aiguilles les plus courtes, on n'a pas besoin d'aller très très long en profondeur, mais de temps en temps, vous avez, comme tout le monde, des malades, disons, un peu plus enrobés, où on a pour l'homme besoin des aiguilles plus longues. Mais les plus fines à l'aiguille, les moins vous faites mal. Si vous appuyez en disant au malade, je vais piquer ici, et vous utilisez ces moments pour introduire l'aiguille, très souvent, les malades vont très peu sentir, pas plus en tout cas que quand vous piquez ailleurs. Quand vous allez faire un réflexe bulbo-caverneux, les réflexes bulbo-caverneux, on va stimuler chez l'homme, c'est facile, au niveau du nerf dorsal de la verge, l'aiguille sera toujours au niveau du bulbo-caverneux. Chez la femme, on va stimuler en latéral du clitoris pour stimuler le nerf dorsal du clitoris. Donc, la réponse qu'on obtient ici est une réponse qui dépend de l'intensité de la stimulation. Et comme vous voyez, selon les stimulations, ça dépend de la latence. Et donc, cette histoire de dire dès qu'on a un réflexe bulbo-caverneux, c'est magnifique, je vais rester, c'est comme partout, vous avez besoin d'être sûr d'être en supramaximal. Par contre, ce qui fait la différence ici, c'est surtout la durée qu'on va utiliser. On va avoir des réponses qui sont des réponses assez reproductibles, qui sont faciles à mesurer. C'est un réflexe en R1, R2, comme les blinks, mais l'unique latence importante, c'est R1. Donc, la grande différence du point de vue de la douleur du réflexe bulbo-caverneux, c'est les stimulations. Jamais j'ai stimulé au début pour me rendre compte combien ça faisait mal, avec des stimulateurs métalliques. Surtout sur une clitoris d'une femme, un stimulateur métallique, la dame ne supporte même pas 5 mA. Donc, il faut savoir utiliser des électrodes en feutre qu'on va jeter, mais qui sont des électrodes en feutre bien mouillées pour qu'on puisse avoir une stimulation moins douloureuse. La latence distale motrice du nerf pudendal, oui, il faut faire un toucher rectal. Bon, on fait un toucher rectal assez facilement si vous expliquez au malade pour qu'il ne sente pas ça comme quelque chose d'agressif. Dites-lui avant, le malade va comprendre, monsieur, madame, votre nerf est en profondeur. L'unique moyen de suivre les trajets de votre nerf, c'est de faire ça. Je n'ai jamais eu un seul malade qui a refusé une fois qu'on explique avant. L'idée, c'est faire un toucher rectal pour aller ici. Donc, la stimulation en ligne droite sur le coccyx, vous ne stimulez rien. C'est l'anatomie. Il faut y aller en latéral, en profondeur, c'est à peu près la longueur d'index normal. On n'a pas besoin d'avoir des mains particulières pour faire cette stimulation qui sera juste ici avec l'enregistrement. Au niveau du muscle bulbo-caverneux, nous savons depuis de très nombreuses années que c'est beaucoup plus fiable, qu'il les recueille par l'électrode de surface qui est au niveau anal. On peut la faire, surtout quand le malade est bien relâché, on peut faire les deux pour avoir à ces moments-là des différences qui peuvent, dans les latences du nerf pudendal, qui peuvent toucher plutôt la branche anale, plutôt la branche périnéale antérieure. Mais au début, l'important, c'est savoir stimuler
là et avoir les recueils au niveau du muscle bulbo-caverneux. La stimulation du nerf dorsal du clitoris reste vraiment uniquement en recherche parce que c'est extrêmement compliqué, mais du nerf dorsal de la verge chez l'homme, c'est tout à fait possible, avec une stimulation qui se fait en distal, les plis balanaux prépuciales et en avant, avec un recueil par électrode collé à la base de la verge, avec la référence extramise à peu près au niveau de la crête iliaque. Savoir que comme le nerf est tortueux, il faut faire une légère traction. On n'arrache pas la verge d'aucun malade. On a l'impression que je suis là en train de non. Mais si on n'a pas une petite traction, surtout quand le monsieur est très stressé, vous le savez tous, quand on est stressé, il y a une rétraction de la verge naturelle, surtout si la salle n'est pas bien chauffée. Ce sont des détails, mais qu'il faut savoir faire et qui, quand vous les faites correctement, ça passe bien, surtout qu'on a une réponse sensitive parfaitement identique à toutes les nerfs sensitifs que vous faites. Maintenant, il faut être modeste. Un nerf dorsal de la verge n'a pas des amplitudes qui dépassent les 2, 3, 4 microvolts, sauf quelques rares exceptions. Les potentiels d'évocation messiésique à point de départ périnéal peut être un complément d'exploration. On ne fait pas dans tous les malades, mais dans certains cas, c'est extrêmement simple parce que les stimulations passent par les stimulations de nerf dorsal de la verge ou de clitoris avec un recueil, un CZ-2, avec un tracé qui est pratiquement, du point de vue morphologique, à celui que vous obtenez par les stimulations des membres inférieurs, avec une latence, par contre, qui sera évidemment plus courte. Donc, l'intérêt de faire un EMG périnéal, c'est qu'il permet de tester plusieurs, je n'ai pas une pathologie précise, il permet de tester un malade qui a des plantes neurologiques, des plantes anorectales, des plantes sexuelles ou des plantes algologiques quand la douleur correspond à la région périnéale. L'intérêt est diagnostique pour compléter toutes les données cliniques, pour compléter votre examen et votre interrogatoire. Il y a un intérêt topographique parce qu'il permet souvent de faire la différence tronculaire et radiculaire. Il y a un intérêt pronostique évident que je vois continuellement pour les malades qui sont opérés, surtout pour les malades qui viennent en post-chirurgical ou en pré-chirurgical pour avoir l'évolution après quand il s'agit de chirurgie dans la région lombaire et sacrée. Il y a un intérêt qu'on oublie toujours et qui est un intérêt dans les périnées dont je suis confrontée toutes les semaines, et que c'est l'intérêt médico-légal pour déterminer un préjudice qui est souvent oublié. Parler j'en avais très mal, j'avais une sciatique, j'avais une cépage, tout ça les malades savent dire. Les médecins en général, après, quand on va voir en expertise, vont s'intéresser à ça. Et je suis toujours ahurie de voir qu'on considère que le malade n'a plus rien parce qu'il a récupéré complètement du point de vue moteur et sensitif des membres inférieurs et que ce malade a une rétention urinaire, que madame, pour uriner, elle passe 10 minutes à se pousser les ventres pour pouvoir obtenir 3 malheureuses gouttes d'urine, qu'ils sont constipés avec des dyschésies au point d'avoir besoin de chercher les selles à la main et qui sont devenus impuissants quand ils ont 20, 30 ans. Et on considère que ça, ce n'est pas des séquelles neurologiques. Je suis désolée, quand on prend en charge un malade, il faut penser que cette prise en charge est globale et que nous avons besoin d'aider les tribunaux à prendre conscience de la véritable importance du préjudice, qui n'est pas un préjudice uniquement moteur et sensitif des membres inférieurs. En arrêt de travail, tout ce qui est une indemnisation doit être à l'auteur du traumatisme et surtout des séquelles que les malades présentent, et on ne se limite pas aux séquelles motrices et sensitives des membres inférieurs. Donc, je vais essayer juste de vous montrer où on est les plus, disons, positifs, où on apporte le plus pour les malades du point de vue clinique, en commençant par les syndromes de la queue de cheval, qui est vraiment mon cheval de bataille de tous les jours. Le syndrome de la queue de cheval, c'est certes des troubles sensitifs moteurs des membres inférieurs, mais associé à une symptomatologie qui peut être uniquement urinaire, uniquement anorectale, ou peut être les trois, urinaire, anorectale et sexuelle. Et que la récupération au niveau des membres inférieurs ne veut absolument rien dire pour la récupération périnéale. Absolument rien. Ainsi, la symptomatologie gène-sphinctérienne est souvent négligée si les malades ont récupéré du point de vue des membres inférieurs. Les malades n'ont plus de sciatalgie, il n'a plus de déficit des membres inférieurs, donc par principe, il n'a plus rien.
C'est absolument pas vrai parce que la corrélation entre les anomalies de l'examen clinique, l'anamnèse, les plantes et surtout les résultats des scanners ou des IRM bien faits nous montrent que 34% des patients qui ont un examen anormal, clinique ou neuroradiologique. Et vous allez voir que par contre, quand vous faites l'EMG, vous allez avoir une fréquence d'anomalies beaucoup plus importante parce que c'est l'examen le plus sensible, le plus fiable pour déterminer une attente sacrée. Donc, vous allez trouver les mêmes anomalies que vous trouvez partout. Je ne vais pas vous montrer des tracés qui sont identiques. Vous allez avoir des tracés avec une activité de repos, des bulbes caverneux, vous mettez l'aiguille, vous avez qu'il y ait des fibrillations du début jusqu'à la fin. Hein? Vous allez avoir des tracés extrêmement pauvres, surtout quand vous faites une région où on a par principe des tracés très riches au niveau sphinctérien, par exemple. On a des potentiels de dénervation et de réinnervation qui sont identiques à quand vous examinez les membres, mais qui sont extrêmement faciles à trouver quand vous savez où mettre l'aiguille. Et on a surtout des réflexes bulbo-caverneux qui sont extrêmement retardés quand ils ne sont pas abolis, qui sont microvoltés, qui sont désynchronisés, qui durent une plombe, ils commencent au milieu d'écran, ils vont jusqu'à la fin de l'écran, c'est impossible de rater ça. Et ces malades ont une réelle plante et l'EMG va être ce qui va vous donner les diagnostics parce qu'il est beaucoup plus sensible que la neuroimagerie. Il va donner une analyse beaucoup plus fine de la symptomatologie du malade parce qu'il va vous permettre d'arriver à associer l'électrophysiologie à la plante du malade tous les jours, qui même s'il dit au médecin traitant, au neurochirurgien, ou puis encore au chirurgien orthopédiste, la réponse c'est « vous n'avez rien madame, votre IRM est normal ». Donc, l'analyse quantitative d'EMG est déjà anormale dans 73% des patients. Quand je dis anormal, je peux vous dire qu'un tracé appauvri, c'est appauvri. Hein. Et que l'RBC est altéré au minimum en 80% des patients. Et la dernière étude, c'est une étude magnifique, vous voyez dans les livres, j'ai mis toute la biblio, il y a un article qui a été publié en 2017, qui est extrêmement bien fait parce que c'est sur des grandes séries de plus de 300 malades, l'EMG plus les réflexes bulbo-caverneux est anormal en 94 à 96% des patients. On a une sensibilité pratiquement de 100%, une spécificité supérieure à 60%, une valeur prédictive d'au moins 50%. Il y a peu d'EMG ailleurs qu'on a ces résultats. Hein? Il y a très peu. Maintenant, les douleurs. Oui, les douleurs, c'est terrible. On ne veut pas voir ces malades parce que quand on a mal au ventre, on va envoyer chez les gynécos ou chez l'uro, parce que de toute manière, ce n'est pas nous. Non, les douleurs pelviennes et surtout les douleurs périnéales, c'est notre problème parce qu'on peut avoir des douleurs par attente somatique, donc toutes les métamères de T12 jusqu'à S5, qui sont une symptomatologie douloureuse qui est véhiculée par les nerfs pudendales, qui peut être véhiculée par l'obturateur, par l'île inguinale, par les génitofémorales, par les cutanées de la cuisse. Donc, tout ça, ce sont des nerfs qui peuvent véhiculer des douleurs qui sont transmises dans cette région. Et certaines régions sont même purement cheminées par les contingents orthosympathiques. C'est souvent les malades qui vont associer des côlons irritables, des cystalgies chroniques, qui vont beaucoup difficulter les diagnostics et qui vont les classer souvent dans les fibromyalgies pelviennes. Donc, l'examen clinique n'est absolument pas précis. Je vais vous dire une chose, un nerf pudendal vraiment tronculaire avec des déficits sensitifs au niveau du périnée, je demande à Frédéric, à d'autres qui font avec moi, quand est-ce qu'on voit un pudendal avec des troubles sensitifs? C'est rarissime. Par contre, des lésions radiculaires, sacrées, avec des allodynies et des douleurs quand les malades sont assis, oui, ça existe. Donc, de temps en temps, savoir faire la différence de la douleur radiculaire et tronculaire est très importante. Les atteintes monotronculaires, donc essentiellement du nerf pudendal, existent dans tout ce que vous pouvez imaginer. Ça existe dans les diabètes, dans l'alcoolisme, on peut être par compression, oui, la neuropathie du cycliste, oui, hein, c'est le syndrome du canal d'Alcock du cycliste, mais il n'existe pas que ça qui donne une atteinte tronculaire pudendale. Le nerf pudendal, dans 2/3 des cas, la lésion n'est pas dans les canaux d'Alcock, mais dans l'épine sciatique. Et donc, il faut comprendre ça. Toutes les lésions de pudendal ne sont pas des lésions du canal d'Alcock. Et on peut avoir des lésions traumatiques directes qui sont
très fréquentes, surtout quand vous tombez en ski et que vous tombez assis. Donc ça, c'est une chose qu'on voit relativement souvent. Les douleurs radiculaires touchant les territoires sacrés, en général, sont accompagnées d'une symptomatologie urinaire, anorectale ou sexuelle, en général, hein, mais parfois les malades ne parlent pas de ça de prime abord. L'origine plexique, par contre, c'est une chose qu'on oublie souvent, surtout dans les post-radiothérapie des cancers du petit bassin, en particulier du col utérin, post-radiothérapie. Donc, les myochimies qu'on vient de montrer, j'en ai des paquets de myochimies périnéales chez des patientes qui ont été opérées et ont eu une radiothérapie du petit bassin. On va faire un EMG du sphincter anal et du bulbe caverneux, une douleur qui diffuse, je fais les deux, des douleurs qui sont très antérieures, plutôt clitoridiennes et vaginales, je n'ai pas forcément besoin de faire un sphincter anal, on mesure les réflexes bulbo-caverneux, la latence du côté droit n'est pas la même du gauche, il faut arrêter de me dire, comme je trouve souvent, je fais un RBC, il était normal d'un côté, de l'autre il va être normal, non. Hein? La latence distale motrice du nerf pudendal, donc stimulation intrarectale, recueil par une aiguille placée au niveau du muscle caverneux, et quand on a une suspicion de douleur plutôt radiculaire ou plexique, on peut utiliser aussi les potentiels évoqués. Hein. Ne pas oublier que les atteintes de l'obturateur, c'est ce que Jean-Philippe vient de dire, c'est plutôt l'EMG qui va nous donner la réponse. Les troubles de la continence, qu'ils soient du point de vue urinaire ou anorectal, on a besoin de faire un EMG et un RBC parce que ceci va être important pour diagnostiquer, et maintenant de plus en plus qu'on utilise pour les incontinences urinaires et anorectales la pose de neuromodulation sacrée, ils nous demandent, les chirurgiens, de faire l'EMG avant pour savoir si on peut stimuler la racine ou les nerfs. Si ça fonctionne, ce n'est pas la peine d'envoyer un malade pour une neuromodulation sacrée si on n'a aucune réponse. Donc, on n'a pas d'intérêt pour les pathologies centrales. Je n'ai jamais compris pourquoi on envoie un EMG du périnée chez un malade qui a une sclérose en plaques, mais j'en ai souvent. Par contre, dans les syndromes parkinsoniens, oui, je dirai plus tard, c'est très important. Maintenant, il n'existe absolument rien qui teste l'innervation détrusorienne. Donc, l'EMG du détrusor dans les incontinences, je ne les fais pas et il n'y a aucun intérêt de les faire. Par contre, dans les constipations terminales, c'est très important parce que dans les épisodes d'encoprésie, on va voir que certains malades ont des constipations par des contractions du muscle puborectal au moment de l'élimination et qui vont créer des réels fécalomes par difficulté d'exonération. Dans les troubles sexuels, là, il y a une chose très importante à garder, c'est savoir qu'il n'existe pas un test précis de l'innervation parasympathique caverneuse qui souvent, c'est la lésion principale dans les troubles d'érection d'origine neurogène. On peut utiliser les potentiels cutanés sympathiques. Je les utilise toujours pour l'exploration des troubles sexuels, surtout chez les diabétiques, mais il faut des conditions particulières pour pouvoir utiliser parce qu'on n'a pas vraiment des réponses précises au niveau des fibres autonomes. Dans les dysparéonies, on peut utiliser surtout pour découvrir, comme pour l'incomprésie que je vous ai dit, des contractions toniques paroxystiques qui existent lors de la pénétration, qui créent des douleurs très importantes. Dans les syndromes parkinsoniens, l'EMG a été pendant longtemps même un des paramètres nécessaires au diagnostic différentiel d'MSA et de la maladie de Parkinson idiopathique. Maintenant, DaTscan est nettement plus facile, moins douloureux, même si mon mari va vous dire le contraire, vu les prix que ça coûte en DaTscan, c'est quand même beaucoup plus simple. Mais un EMG est extrêmement utile quand on a besoin de faire parce qu'au minimum, 80, et dans les dernières séries, on est plutôt à 93-94% d'anomalies neurogènes périphériques chez les MSA. Chez les PSP, c'est un peu moins souvent, c'est 30 à 40% des patients, mais c'est vraiment des dénervations énormes. Vous avez des EMG du sphincter avec une activité, mais appauvrie d'une manière assez impressionnante. Vous n'avez pas besoin de faire plus que ça, vous mettez une... Oui, vous avez des potentiels de dénervation active avec un tracé analytique extrêmement pauvre. Donc, la musculature périnéale, les sphincters anal ou urétral sont vraiment très dénervés au cours de la MSA par la dégénérescence spécifique du noyau d'Onouf qui est un métamère S2, S4 de la corne antérieure. Donc, vous voulez tester
il faut y aller dans les périnées, S2, S4, on ne va pas trouver ailleurs. Les activités spontanées de repos, donc les fibrillations, c'est pagaille. Chez ces malades, c'est les tracés les plus beaux d'énervation que j'en ai, ce sont les MSA. Ils ont des fibrillations du début à la fin du tracé, ils ont des décharges pseudomyotoniques qui sont magnifiques, qui sont vraiment longues, et qui sont là tout le temps. Vous mettez l'aiguille, vous restez. Vous pouvez interpréter parce que ça passe pendant très très longtemps. On a des potentiels d'unités motrices extrêmement larges, des unités polyphasiques qui vont prendre pratiquement la moitié de l'écran. C'est vraiment des tracés très neurogènes qui très facilement vont nous aider au diagnostic. Je vais finir par la pathologie musculaire parce qu'on oublie les périnées et les muscles et pourtant l'atteinte précoce de la musculature périnéale, que ce soit les striolalis, mais celle qu'on va stimuler, qu'on va tester, c'est surtout les sphincters et la musculature périnéale antérieure, sont très précoces, surtout dans la myotonie de Steinert. Et je plaide pour une chose importante. N'oubliez pas que ces malades vont devenir incontinents et que l'incontinence, on peut traiter. Et que si vous faites les diagnostics tôt, aujourd'hui, on a des traitements qui vont au moins donner un confort de vie énorme à ces patients qui vont être extrêmement gênés par la symptomatologie gêno-sphinctérienne. Et les décharges myotoniques dans les Steinert, c'est une chose extrêmement simple à trouver. C'est vraiment des patients qu'on va aider parce qu'on va les proposer des traitements. Il y a des choses à faire pour éviter toute cette perte de qualité de vie liée à une incontinence urinaire et fécale très importante. J'espère vous avoir convaincu d'une chose, je ne fais pas un EMG différent de vous, je fais un EMG tous les jours qui utilise les mêmes choses que vous et qui m'apporte beaucoup et qui surtout apporte beaucoup aux patients, rien que leur dire « Madame, vous avez raison, votre nerf est lésé, ça a été lésé pendant la chirurgie, après la chirurgie, peu importe. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on les donne la confirmation que tous leurs problèmes de douleur, que toutes les douleurs bizarres, une femme qui a une douleur dans la région génitale, elle a 100% de chance d'être envoyée chez un psychiatre. Un homme, c'est beaucoup plus rare de dire que c'est psychiatrique. Et les problèmes urinaires et les problèmes anorectales, sans compter la sexualité, mon Dieu, on ne va pas parler de sexualité, quelle horreur, ça c'est notre pudeur. Les malades, ils parlent une fois que vous posez les questions. Et nous pouvons les aider en essayant de faire ce que nous faisons pour les membres, c'est de leur donner un diagnostic et de les proposer quelque chose comme traitement ou au moins comme orientation. Et dans les périnées, nous avons cette chance. Les rétentions urinaires, on peut sonder. On a suffisamment de traitements pour les troubles de la continence anale. Et donc, on peut améliorer la qualité de vie à défaut de les donner à nouveau une fonction urinaire, anorectale et surtout sexuelle normale. Merci. Tous convaincus? Des questions? Je voulais savoir, est-ce que vous explorez les sphincters urinaires pour des rares pathologies strictement urinaires chez la femme notamment? C'est très rare, mais de temps en temps, on a besoin de faire des sphincters urétrales, mais c'est extrêmement rare. En général, un sphincter urétral parle moins souvent que le bulbo-caverneux quand il est bien fait. Donc, les sphincters urétrales, on peut le faire dans des pathologies très précises, dans des symptomatologies très précises. J'ai fait beaucoup quand on était en train de faire une étude pour les positionnements d'une stimulation directe dans l'hypodendale. Medtronic avait créé une stimulation du nerf pudendal précise pour les problèmes urinaires. Mais ça ne m'a jamais convaincu plus que l'exploration tout simple dans le bulbo-caverneux. D'autres questions? Non? En attendant, j'avais aussi une question pour les Steinert. Qu'est-ce que vous trouvez? Il y a des fibrillations aussi ou c'est que des décharges? Mais vous trouvez très facilement. Des fibrillations. On peut trouver, bon, dans un sphincter anal, les grands problèmes dans un sphincter anal, c'est qu'il y a normalement une activité de repos. Par contre, un sphincter anal, on peut pratiquement l'avoir pratiquement en silence électrique. Si vous faites les malades, relâchez, je fais des petites techniques. Monsieur va penser, madame, on va souffler maintenant, on respire, et vous soufflez contre ma main. Quand les gens pensent à souffler, ils reposent
hein, les pose les fesses sur la table, parce qu'au début, ils sont en général comme ça. Et quand les gens sont relâchés, vous allez avoir vraiment une sphincter anal quasiment en silence et vous allez avoir les fibrillations. Dans les bulbes caverneux, vous n'avez pas besoin de chercher. Les fibrillations dans les bulbes caverneux, surtout quand vous avez des bulbes caverneux dénervés en post-partum, les grands accouchements avec des spatules mal placées, au pire encore, les forceps qui sont tirés avec une rotation postérieure pour sortir les bébés, vous accrochez la fossette ischio-rectale en postérieur et vous arrachez l'épidendale, mais arrachez. Et là, c'est très simple. Un mois après l'accouchement, cette bonne femme nourrit les bébés debout, vit debout, vous mettez une aiguille dans les bulbes caverneux, vous n'avez que des fibrillations. Et vous n'avez pas besoin de chercher, il n'y a vraiment que des fibrillations. Vous trouvez les mêmes choses, ce n'est pas différent. J'avais au début pensé de mettre mes tracés, mais bon, je dis, c'est le même tracé que tout le monde. Je voulais surtout parler de la clinique, mais vous avez exactement les mêmes choses. La question. Merci Carmelita. Je fais toujours trésor de tes mots. Carmelita, là. Oui. Bonjour. Et je voulais te remercier parce que je fais trésor de tes paroles toutes les fois qu'on se rencontre pour les 2 années suivantes. Mais quand il n'y a que la douleur, sans aucun déficit objectif, sensitif et moteur, moi je trouve vraiment la gêne parce que c'est suivant un examen normal. Oui, parce que le problème des douleurs dans cette région, c'est qu'il faut un interrogatoire vraiment très dirigé et très précis. Avoir juste mal dans les périnées, surtout dans les pelvis, ça ne donne pas beaucoup d'orientation. Je pense que je perds probablement beaucoup plus de temps, si on peut dire perdre du temps, dans l'interrogatoire que dans les IMG d'une douleur. Les douleurs, c'est quelque chose de compliqué quand elles sont dans la région génitale, parce qu'elles vont être associées à toute l'image qui est la région génitale. Pour une femme, encore plus que pour un homme, dans l'idée qui, en général, elle vient de chez le psychiatre. Mais quand vous avez des douleurs à très net caractère neurogène, ça brûle, madame, ça donne des décharges continuellement. Et quand je mets un slip, je ne peux pas tenir tellement les slips quand ils touchent. Là, on a des résultats qui sont neurogène. Mais maintenant, la douleur diffuse du pelvis, je suis d'accord avec toi, ça ne sert à rien. Rien du tout. Merci.